On va parler de la gestion des laboratoires de tests et vérification dans les industries discrètes. Alors pourquoi on va parler de ça? Et ben parce que si je donne quelques chiffres issus des recherches, issues de 2020 sur les différents, rappels de produits qui ont eu lieu, dans le monde, on s'aperçoit que les industries dans lesquelles il y a eu le plus de rappels, en tout cas les 5 premières industries, sont plutôt des industries discrètes. Il y a pas que des rappels dans l'agroalimentaire, pour des raisons, sanitaires, mais il y a énormément de rappels dans les industries discrètes. Donc ça, c'est un élément important. Si on regarde un petit peu où ça se passe, on s'aperçoit que ça se passe quand même beaucoup en Europe, en Chine évidemment, mais beaucoup en Europe. Et puis si on regarde d'un petit peu plus près les produits, enfin les pays qui font des produits manufacturés, on s'aperçoit que la France est quand même, malheureusement pas si mal placée que ça dans les pays qui ont fait des rappels de produits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a encore quand même sur le marché beaucoup de produits dont la qualité, est pas satisfaisante, et qui peuvent potentiellement faire courir des dangers à leurs utilisateurs et qui justifient des rappels. Évidemment, on imagine bien l'impact en termes de coûts que, les rappels peuvent avoir, que ce soit en coût direct ou en coût indirect. Donc ça justifie qu'on s'y intéresse un petit peu. Il y a, des études qui ont été faites, je cite une étude, Aberdeen, sur l'impact positif pour les industriels, les organisations qui ont mis en place des systèmes de gestion, de leur processus de test et vérification, et ça démontre qu'ils sont capables d'optimiser jusqu'à 50 les coûts, directs et indirects liés aux non-qualités. Alors évidemment, il y a les coûts de scrap, de rework pendant les phases de production quand ils détectent les non-qualités le plus tôt possible. Il y a, les coûts liés au change request engineering quand ils détectent que, les non-qualités sont liées à des problèmes d'engineering, et puis il y a les coûts liés au lancement de produits, Heu, aux garanties et aux recalls dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis évidemment, l'impact indirect de la non-qualité sur la satisfaction client et donc les ventes qui se perdent. Donc ça veut dire jusqu'à 50 d'optimisation, c'est énorme, et ça justifie que nos clients puissent se poser des questions et peut-être, faire partie de ceux qui, visent à mettre en place, des systèmes de gestion des laboratoires de tests et de vérification plus efficaces. Alors qu'est-ce que ça veut dire test et verification management? Je vais le résumer en quelques mots. La première chose, c'est effectivement gérer de manière, standardisée, harmonisée, à l'échelle d'une compagnie, les processus de test et de vérification. Alors que ça soit, les processus de test qui sont faits en amont pendant les phases de développement de nouveaux produits, et puis, en aval, toutes les vérifications qui peuvent être faites pendant le processus de fabrication jusqu'à, l'expédition, en fin de chaîne de fabrication. Donc c'est avoir une vision globale, harmonisée, standardisée des processus, autour des tests. C'est, être capable de faire, beaucoup de tests, hein, pour sécuriser les produits. Il y a de plus en plus de tests qui sont faits, donc c'est consommateur de temps, c'est coûteux. Donc avoir un système efficace de gestion des tests et vérification, c'est aussi, être capable de donner beaucoup de transparence, d'optimiser, le temps, passé pour faire les tests, pour réduire, le coût de tous les tests qui sont faits et les délais nécessaires pour, réaliser tous ces tests qui peuvent parfois, avoir un impact important sur le délai de mise sur le marché des produits. Évidemment, le corollaire de ça, c'est aussi la capacité à pouvoir, automatiser un certain nombre de choses, en particulier, toutes les collectes d'informations qu'on peut faire, via les instruments qui vont servir à faire des tests, hein, les instruments de mesure, physiques, de tous les instruments de mesure physique qu'on peut imaginer, Christina, qui est peut-être là, est bien au courant du sujet puisqu'on en discute avec ses clients, et puis évidemment l'intégration avec les autres systèmes qui vont permettre de donner des informations sur les produits qu'on doit tester, leurs caractéristiques et cetera. L'objectif de tout ça, c'est de favoriser évidemment,
la capacité à répondre aux standards réglementaires dans les différentes industries, qu'on va adresser dans le discret. Puisque selon l'industrie dans lequel on est, évidemment, il y a des normes et des contraintes réglementaires qui sont pas les mêmes, mais, l'enjeu d'avoir ce système de test et de vérification, c'est de pouvoir, beaucoup plus facilement satisfaire aux exigences, et démontrer qu'on satisfait aux exigences à travers, les audits, les rapports qui sont nécessaires. Donc pour répondre à tout ça, on a, nous, Siemens, une plateforme, qui va permettre d'adresser ces enjeux, qui est, basée sur la plateforme OpCenter RDNL avec le module, OpCenter Scheduling pour répondre aux enjeux que j'ai évoqués en amont. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, fonctionnel puisqu'on va, essayer de vous montrer avec Marine qui m'accompagne sur cette, présentation, de manière, très concrète, ce qu'on est capable de faire avec nos outils. Heu, globalement, de manière très synthétique, on va, être capable d'accompagner en amont, donc on est plutôt sur des processus de recherche où on est en train de tester des nouveaux produits, de développer des nouveaux produits. On va faire des tests pour voir s'ils se comportent bien comme on l'imagine, en termes de résistance physique, en termes de vibration, donc là, on est bien sur des tests liés à des produits, mécaniques, physiques. On va enregistrer aussi, toutes les informations relatives au contexte de ces tests pour pouvoir capitaliser et réutiliser les choses. Donc ça, c'est la première partie qu'on voit dans ce slide registration où on a un acronyme ELN, Electronic Lab Notebook. Donc c'est le cahier de laboratoire où on va, voilà, structurer des informations qui ne sont pas forcément structurables, mais, les capitaliser dans la plateforme. L'ordonnancement que j'ai évoqué, il est important parce que quand on fait des tests et qu'on en fait beaucoup et que les tests potentiellement doivent suivre un certain cycle, et ben, ça devient des opérations complexes à gérer. On a des outils, des instruments qui vont permettre de faire des mesures, de mettre, des équipements sous stress, sous tension et cetera. Donc ces équipements, on les a pas forcément, en quantité illimitée, donc il faut, en tenir compte. Donc on arrive dans des situations où les laboratoires finalement ils ont, des grosses contraintes pour ordonnancer les tests, en tenant compte des opérateurs qui vont faire les tests, en tenant compte des outillages, des équipements et cetera. Évidemment, il y a l'exécution des tests et puis tous les résultats qu'on va vouloir collecter et enregistrer en intégration avec les instruments, je le citais, hein, les instruments de mesure qui vont nous permettre de récolter des données. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'y connecter directement pour éviter d'avoir à faire des saisies, des ressaisies de valeurs qu'on va lire sur les instruments. Et puis, dans une vision plus globale, on va s'intégrer avec le PLM, on va s'intégrer avec le MES quand on est sur des tests qui ont lieu en phase de production pour pouvoir, avoir une boucle de réaction et être capable de réagir très vite sur des détections de non-qualité, avoir un impact sur la production en elle-même. Et puis derrière, évidemment, le but de centraliser tout ça, ça va nous permettre de générer des courbes pour analyser des tendances, pour essayer d'anticiper les choses. Hem, Évaluer donc la pertinence de la qualité. La validation, au sens où, quand on fait des tests, quand on gère la qualité, évidemment, il y a des processus qui vont derrière, il y a des personnes qui sont habilitées à faire un certain nombre de choses, à prendre des dérogations, à prendre des décisions. Donc, ça veut dire circuit de validation, ça veut dire processus, là derrière. Donc la plateforme, elle permet de gérer ça et puis, in fine, on doit générer des certificats, pour, démontrer qu'on a effectivement, respecté, toutes les procédures qualité, qu'on est en phase avec les différentes, normes, donc générer des rapports qui vont permettre de prouver tout ça. Donc, ça, c'est ce qui fait partie de la plateforme qu'on va vous commenter de manière un peu plus détaillée avec Marine. Probablement que certains d'entre vous, connaissent RDNL en se disant: «C'est une plateforme dédiée aux industries de process, à l'agroalimentaire, à la cosmétique». Peut-être que certains d'entre vous se disent: «Le LIMS, dans le discret, on n'y croit pas trop, on voit pas pourquoi». Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas simplement une envie comme ça pour pousser du LIMS, mais concrètement, c'est des choses qui se font déjà et que, on est en train d'implémenter chez un certain nombre de nos clients, ce qui nous a confirmé que la plateforme, elle répond bien effectivement aux enjeux de la qualité dans les industries discrètes.
Alors en particulier nos collègues allemands, je crois que c'est ceux qui sont les plus actifs sur ce domaine-là, aussi parce que leur tissu industriel discret le permet, mais ils misent énormément là-dessus. Ils ont un certain nombre de projets, donc là j'affiche quelques références qui sont, comme c'est indiqué, confidentielles. Donc on peut en parler en interne, mais on peut pas les utiliser pour l'instant en externe. Donc là, c'est BSH. Je vais pas rentrer dans le détail de la référence parce que c'est pas le but, simplement de vous illustrer le fait qu'on a des références et que, on n'est pas en train de pousser quelque chose qui est totalement nouveau. ASML qui est une autre référence. Et puis pour citer des sujets qui sont vraiment, dans l'actualité, je vous disais nos collègues allemands sont, à fond là-dessus. Leur budget, leurs objectifs autour de RDNL pour l'année, la fiscale year 21 est majoritairement dans le discret, alors que nous, on est quand même aujourd'hui plutôt majoritairement dans le process, mais eux sont majoritairement dans le discret. Ils ont des gros dossiers, Volkswagen, qui est en train de démarrer une phase de blueprint, qui est un très gros dossier. Et puis un autre qui est un dossier, qu'on adresse conjointement avec nos collègues allemands, issus de l'écoute, attentive de Christina, puisque ça nous est venu par, ses contacts sur, les solutions de test chez Vibra-Acoustique, qui ont en France un laboratoire de test, et qui sont très intéressés par, la solution, qui est étudiée, de manière beaucoup plus approfondie en Allemagne, puisqu'on est, à ce stade en shortlist finale face à SAP. Voilà un petit peu pour l'introduction, de pourquoi ce webinaire autour du LIMS dans l'industrie discrète. Maintenant, je pense que pour beaucoup, vous avez envie de voir concrètement ce que ça implique. Donc je vais, très bientôt passer la main à Marine pour qu'elle vous montre de manière, concrète, à travers un use case. Alors on n'a pas vocation à vous faire une démo, produit, complète, c'est pas le but, mais c'est illustrer ce que j'ai présenté en introduction, à travers un use case et vous montrer, pourquoi effectivement, nos clients du discret pourraient être, intéressés par ce genre de solution. Marine, je vais te laisser, présenter ton Yes. use case et puis après je te laisserai prendre la main sur l'écran. OK, merci Yves. Alors bonjour à tous, merci d'être, présents et attentifs. Donc du coup comme l'a expliqué Yves, même si, aujourd'hui on pense toujours à Opcenter RDNL, avec le CPG. C'est une fausse idée reçue, surtout essentiellement pour la partie LIMS, qui peut être, vendue dans n'importe quelle industrie, notamment l'industrie du discret. Mais, l'industrie du discret, va avoir des besoins qui vont être, différents de ceux, de l'industrie, du CPG. Donc c'est pourquoi, depuis, quelques mois, certains de nos collègues ont travaillé sur une intégration entre, Opcenter RDNL, et Opcenter Scheduling. Une intégration qui aujourd'hui, fonctionne. C'est pas du vent, c'est pas du rêve, ça marche. Je vais même vous le montrer, tout à l'heure. Ça a déjà même, je crois, été, vendu si je dis pas de bêtises. Mais, c'est une intégration base à base qui marche très bien et que je vais vous illustrer, juste dans quelques minutes. Pour, parler de mon use case, je vais utiliser un scénario assez classique qui est, commun à la quasi-totalité des laboratoires, du monde du discret. Donc on va prendre par exemple, l'exemple d'un client, qui veut un petit peu créer une demande, d'analyse, du fait d'une éventuelle non-conformité, détectée, sur un de ses produits, qu'il a réceptionnés, dont nous sommes le fabricant. Donc, Charles, notre client, va créer sa demande d'analyse qui va être acceptée, ou rejetée, par le chef du laboratoire. Puis ensuite, les différentes actions, au niveau de cette demande d'analyse, doivent être mis en place. Évidemment, notre client doit nous faire parvenir la pièce à contrôler et nous, au sein du laboratoire, hein, que ce soit, l'ingénieur de laboratoire ou le planificateur, différentes tâches devront être réalisées. La préparation, du plan de test, hein, par le lab engineer et également ensuite la planification, par notre, planeur, Alfred, à travers l'application Opcenter Scheduling et du fait de cette connexion de base à base, l'intégration est complètement, instantanée. Vous allez le voir dans quelques instants. Une fois que tout a été planifié et les différentes pièces réceptionnées, on va réaliser, les différents essais, sur notre composant, sur notre pièce et ensuite
créer différents rapports pour une éventuelle validation ou un refus en fonction des résultats obtenus. Je vais prendre la main pour vous dérouler ce scénario directement dans la plateforme. Alors, hop, ah voilà, là c'est bon. Hop, dites-moi si vous voyez un écran bleu. C'est un Oui, c'est écran Nickel. assez. parfait. Ok, super. Donc du coup, on va dérouler notre scénario. Donc comme je vous l'ai dit, première casquette, je suis Charles, hein, alors on a choisi des grands noms dans notre démo, hein, Charles Darwin. Je suis le client, donc qui achète à la société X différents composants et une suspicion de non-conformité a été trouvée. Donc en tant que client, je veux créer une demande d'analyse à mon fournisseur. Donc, du coup, je vais créer cette demande d'analyse, hein, choisir le template approprié. Donc là, on est dans un environnement de démo, donc il n'y en a qu'un seul. Et renseigner d'éventuelles informations pour guider les futurs ingénieurs de laboratoire hein, pour réaliser correctement leur analyse et surtout la préparer. Donc moi, je suis Charles Darwin, j'appartiens au département de gestion des réclamations avec le cost center temps. Hop, j'ai éventuellement constaté un problème sur une surcharge donc de température dans la batterie. Donc différents tests doivent être réalisés. Hop, je peux éventuellement également dire sur quel type de device je souhaite que, j'achète, hein, j'ai reçu. Hop, donc ça, ce sont vraiment des informations contextuelles que je peux remplir pour indiquer au futur laborantin quelles sont les analyses à réaliser. J'ai créé ma demande, je vais ensuite l'envoyer, hein, la transmettre aux personnes adéquates hein, pour que les différents essais soient réalisés. Donc, je vais changer son statut pour demander l'approbation et le lancement de cette demande d'essai. Je vais changer de casquette cette fois-ci. Hein. Je vais prendre la casquette de l'ingénieur de laboratoire pour préparer, hein, pour réceptionner cette demande et la préparer. Alors moi, je veux aller vite dans mon système, donc je me suis créé suffisamment de raccourcis pour diminuer le nombre de clics et avoir à un instant T les informations que je souhaite ouvrir sans avoir besoin de les chercher. Donc vous voyez, je me suis créé un raccourci ici pour accéder directement aux demandes d'analyse que je dois préparer et éventuellement approuver. Alors moi, je travaille sur une tablette, donc je peux faire des zooms ou des dézooms à souhait en fonction de ma vision. Je peux checker un petit peu les informations renseignées par le client. D'accord, c'est Charles Darwin, etc. Problème de batterie. D'accord. Donc, je vais préparer ma demande d'analyse. Donc, sur une demande d'analyse, première chose à faire, c'est indiquer au système alors, on parle d'échantillons, mais c'est un terme très générique. Les échantillons, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus dans l'industrie du CPG. Nous, on va parler plutôt de pièces, de devices, de composants au niveau de l'industrie du discrète. Donc, première étape, je vais ajouter le composant, le bon composant. Donc là, j'en ai qu'un. On est dans un environnement de démo. J'ajoute donc mon composant. Je vais éventuellement renseigner les différentes informations également contextuelles sur ce composant. J'organise mon écran à ma convenance. Donc, hop, j'ai remarqué que c'était sur la batterie. Je vais recevoir, bien évidemment, le produit en entier. Je vais devoir le démonter, mais je sais que ça va être sur la batterie. Je peux éventuellement renseigner son part number, son serial number, etc. Hop, je sauvegarde. Je sais donc, j'ai indiqué sur quelle partie de mon produit les essais doivent être réalisés et je vais maintenant définir le plan de test pour cette batterie. Hop, je vais choisir donc d'assigner différents plans d'essai. Donc là, j'ai le choix. Mon template me permet de sélectionner ou non certains essais à réaliser. Donc, moi, je vais par exemple faire un essai de montée en température sur ma batterie parce que j'ai remarqué que c'était l'éventuel problème décrit par mon client. Alors là, je suis désolée, je dois faire une petite manip. C'est les effets du direct, un petit bug sur ma VM, mais c'est rapide. Hop,
Le plan de test a été assigné. Je peux vérifier si tout a été correctement assigné. J'ai mes 2 groupes d'analyse, les différentes prises de mesures qui doivent être réalisées. Tout est OK. Ça peut partir pour planification. Donc 2 actions, là différentes me sont demandées en tant qu'ingénieur de laboratoire. D'envoyer, d'abord les informations vers mon planificateur pour que la planification des essais soit correctement réalisée. Donc je vais changer le statut de mon échantillon vers Ready for Planning pour qu'il soit pris en compte dans le prochain calcul d'Op-Center Scheduling. Mais je veux également tenir au courant en continu mon client qui ne pense pas que sa demande a été perdue parmi les centaines de demandes que je reçois. Donc, je vais le prévenir en changeant également le statut de la demande parce que c'est la seule chose que mon client traque. Hop, et je vais lui dire, donc je peux choisir de la rejeter, mais non, là, cette fois-ci, je l'accepte et je vais lui indiquer qu'elle est OK pour planification. Et vous voyez que tout ici a disparu parce que je suis sur une liste dynamique, hein, c'est une to-do list. Une fois que j'ai réalisé les actions, la demande disparaît. Si je remets rapidement ma casquette hop, de client, je vois que ma demande a été approuvée. Ici, je le vois sur mon graphique ou je peux également aller le voir sur ma liste de demandes. Je vois qu'elle a bien été prise en compte par la société X. Hop. Donc là, la préparation de l'échantillon a été faite. Du coup, donc je vous ai dit, la demande d'analyse a été préparée, les indications sur quelle partie de la pièce doit être sur lesquels les essais doivent porter, quels sont les différents essais que l'on va faire. Maintenant, la planification doit être réalisée. Et donc, c'est là où on va voir l'interface entre Op-Center RDNL, la partie LIMS, et Preactor. Donc, je vais ouvrir mon Preactor. Hop. Et là, je vois ici, sur le côté, que, alors je peux l'ouvrir dans le détail, que c'est, alors moi je le sais, hein, c'est la sixième demande que j'ai faite aujourd'hui. Elle a bien été donc prise en compte. Elle est prête à être planifiée. Donc là, alors moi je ne vais pas vous faire une démonstration Preactor comme le fait Ronan, mais je peux faire quelques petites opérations. Donc je vais insérer tout simplement dans mon planning, les nouveaux essais à planifier. Je peux, par exemple, aller, non, c'est pas ici, hop, voir un petit peu les informations sur qui doit réaliser quelles analyses. Donc, on va un petit peu voir quelles sont les personnes assigner, vous voyez, j'ai mes différents ingénieurs de laboratoire. Moi, je voudrais assigner les nouveaux essais à réaliser sur cette nouvelle demande créée à mon ingénieur de laboratoire, hein, Werner von Siemens. Hop, alors moi, je connais. Alors, hop, c'est pas celle-ci, ça doit être celle-ci. Oui, alors, hop, je vais. Alors ça, je pense que vous connaissez mieux encore que moi les différentes options, les différentes choses qu'on peut faire avec Preactor. Moi, je vais tout simplement assigner les différentes tâches. Donc là, il y en a déjà la première, ça doit être le contrôle des conditions assigné à mon ingénieur Siemens. Je vais également assigner les essais en température à mon ingénieur Siemens. Comme ça, on va tout faire avec la même personne. Je fais les différentes modifications, j'organise mon planning comme de manière optimisée, hop, et je vais enregistrer. Et les informations vont automatiquement être envoyées du fait de cette interface base à base vers mon LIMS. Donc là, si je fais... Petit aparté avant que tu enchaînes sur la suite. Cette partie ordonnancement, la Marine, elle la passe très vite. C'est une très grosse valeur ajoutée de la solution d'avoir l'intégration entre les deux, parce que les laboratoires de test, ils ont des équipements parfois qui sont complexes pour faire les tests. Ils en ont en quantité limitée et ils ont de plus en plus de tests à faire. Donc, être capable de gérer toutes les contraintes. Aujourd'hui, ils le font souvent avec des fichiers Excel. Ils en voient bien les limites.
On a beaucoup de clients, donc de laboratoires d'analyse dans le discret qui sont intéressés par cette solution, en partie aussi, à travers cette capacité à gérer, toutes les contraintes d'ordonnancement du laboratoire. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, 2 jours, on a eu une assez longue session de présentation à vibra-acoustique, qui, typiquement ont énormément de posé de questions sur la partie ordonnancement. Parce qu'effectivement, leurs contraintes d'ordonnancement des opérations de test sont assez complexes. Exactement. Et on va le voir juste maintenant, ce qu'implique cet échange de données. Hop, donc moi, je me suis créée en tant qu'ingénieur Werner von Siemens ma to-do list. Vous voyez qu'il y en avait 3 au début. Je ne voulais pas faire remarquer, maintenant, il y en a 5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette interface que l'on a aujourd'hui entre OpCenter RDNL et OpCenter Scheduling? C'est une interface dans les deux sens. C'est-à-dire que, alors, c'est dans OpCenter RDNL que l'on va définir toutes les contraintes de test. Sur chaque type d'essai, on va définir quels sont les différents équipements sur lesquels ces essais doivent être faits, quelles sont les relations de conditions entre l'ordre de ces essais, quel est le temps pour réaliser ces essais, etc. Toutes ces informations vont être contenues dans OpCenter RDNL et bien évidemment transférées en amont de projet vers OpCenter Scheduling. Et quotidiennement, un transfert va également avoir lieu entre OpCenter RDNL vers OpCenter Scheduling pour tout ce qui est dès qu'une de nouvelles données, dès que de nouvelles demandes d'analyse, demandes d'échantillons ont été créées pour vraiment avoir constamment un lien entre les deux outils. Et ensuite, une fois qu'OpCenter Scheduling a réalisé ces différentes actions pour optimiser la planification de nos essais, il va renvoyer les informations adéquates vers OpCenter RDNL, notamment à quelle date les essais vont démarrer, quel sera l'ingénieur laboratoire désigné pour contrôler ou réaliser ces essais. Je dis contrôler ou réaliser parce qu'on a les deux cas. Et souvent plutôt le cas de contrôle dans l'industrie du discret. Je m'explique. Quand on parle de réalisation d'un essai, ça veut dire que la personne va manuellement entrer les résultats d'analyse. Tandis que quand on parle plutôt de contrôle, c'est une machine qui va donner les résultats, mais on a la plupart du temps, enfin nos clients ont la plupart du temps la volonté d'avoir quand même un check humain pour contrôler si tout s'est correctement déroulé. Et OpCenter Scheduling renvoie également sur quel instrument l'essai va ou doit être réalisé. Donc là, vous voyez, on a différents essais en tant que Werner à contrôler ou réaliser. Par contre, ce que je vois ici, c'est que moi, dans ma to-do list, j'ai 2 différents types d'essais, à 2 différents statuts. J'en ai un qui est disponible et 4 qui sont planifiés. Qu'est-ce que ça signifie au sein de mon environnement LIMS? Ça, c'est une notion très importante et qui est primordiale quand on fait la gestion de laboratoire, c'est la notion de workflow et de cycle de vie. Ceci me permet vraiment de sectoriser et de savoir ce que j'ai à réaliser à un instant T. Quand une analyse est à un statut planifié, ça signifie qu'elle a été planifiée dans mon scheduler. Par contre, ça signifie que l'essai ne peut pas être réalisé parce que la pièce n'est pas physiquement arrivée au laboratoire. Si je souhaite réaliser les essais, j'ai un coup de téléphone où je suis la personne qui réalise la réception des essais. Je me connecte à ma liste de demandes. Je prends mon énorme carton avec toutes les pièces qui sont arrivées. Je les scanne avec ma douchette, mon scan code barre. Et automatiquement, toutes les pièces et tous les essais liés à cette pièce vont changer de statut et avoir un statut disponible. Ça, c'est des choses que l'on fait très régulièrement, qui sont très régulièrement demandées, pouvoir connecter ce que l'on appelle des douchettes scan code barre. Si je reviens sur ma to-do list, normalement, je devrais avoir davantage d'essais disponibles parce que j'ai réceptionné différentes pièces, notamment concernant l'essai que l'on venait de créer tout à l'heure. Donc, je vais réaliser
ces différents essais. Alors, j'en ai 2 différents. Les conditions dans lesquelles sont réalisées cette demande d'analyse et la montée en température. Donc, j'ai différentes possibilités. Soit utiliser ma fiche méthode qui me permet rapidement, dans le cas où j'ai toute une liste importante d'essais à réaliser, de sauter rapidement d'un essai à un autre pour les réaliser de manière très efficace. Je pourrais également ouvrir mon tableau général m'indiquant précisément également quelles sont les tolérances dans lesquelles mes résultats doivent être insérés. Donc là, ici, au niveau des conditions, je vais aller assez rapidement. Je remplis mes différentes informations. Donc ça, encore une fois, ça, c'est des choses que moi, je fais manuellement parce que je n'ai pas de grosse machine à côté de moi qui me donne des résultats. Mais très, très souvent, on met en place des interfaces, non pas avec d'autres outils comme Opcenter Scheduling, mais également avec les instruments et les équipements du laboratoire, qui peuvent être des grosses machines, des microscopes, peu importe. Donc là, je réalise mon essai de montée en température. J'indique en combien de temps cet essai doit être réalisé. J'ai automatiquement le calcul des minutes qui a été fait et j'ai réalisé une montée en température entre 18 et 29 degrés. Je sauvegarde. Automatiquement, vous voyez qu'on a une modification des statuts sur chacune de mes données. Elles ont toutes été acceptées, ce qui a entraîné l'acceptation globale de mes essais. De ce côté-là, j'ai réalisé mes essais. Prochaine étape, après avoir exécuté les tests, c'est tout simplement rédiger un rapport, créer un rapport d'essai qui devrait être ensuite validé, puis communiqué au final à mon client. Encore une fois, moi, je me suis créé les raccourcis nécessaires pour éviter d'aller chercher les informations. J'ai un échantillon, alors une pièce qui a été complètement réalisée, celle que l'on a créée en amont. Donc, je peux aller consulter les résultats. Donc, ça, je vous le montre dans le cas où, par exemple, on est dans des très gros laboratoires où ce ne sont pas les mêmes personnes qui réalisent ces différentes actions. On peut aller consulter les résultats, éventuellement consulter les informations contextuelles pour rappel sur quel type de pièces ces résultats ont été obtenus. Et prochaine étape, c'est rédiger le rapport d'essai qui devrait être communiqué à terme au client. Je peux, grâce à ce bouton, générer automatiquement mon rapport d'essai avec une signature automatiquement renseignée. Sachez qu'à chaque étape du système, on a la possibilité aussi d'implémenter ce que l'on appelle des étapes de signature électronique, qui sont des changements de statut contrôlés, qui peuvent être bloquants dans le cas où une personne n'est pas autorisée à réaliser certaines étapes. On peut l'enregistrer sur n'importe quel type de format. Moi, je vais l'enregistrer en format PDF pour pouvoir à terme éventuellement l'envoyer par email ou le joindre à la demande d'analyse globale. Tout est OK au niveau de cet échantillon, de ce composant. Donc, je vais changer son statut à terminer. Et alors, éventuellement, moi, je ne suis pas la personne qui doit renseigner les rapports à un certain endroit, mais je vais le faire quand même. Je vais lier à ma demande d'analyse générale parce que c'est ce niveau-là que va regarder mon client. Il ne va pas s'embêter à aller dans des niveaux en dessous. Je vais tout simplement lier le rapport d'analyse qui sera accessible à toutes les personnes qui ont les droits d'accès corrects. Sachez que ce type d'objet dans Opcenter RDNL peut contenir n'importe quel type de fichier. Word, PDF, Excel, des vidéos, des images. La seule chose qui ne fonctionne pas, je crois, ce sont des points exe. Sinon, vraiment, tous les types de formats fonctionnent. Je sauvegarde ma nouvelle donnée dans ma demande d'analyse et je vais l'envoyer tout simplement à approbation. Parce qu'avant d'envoyer ces résultats à mon client, là, on va changer de casquette une dernière fois. On va prendre la casquette du chef de laboratoire parce que c'est lui qui doit valider l'envoi de ce document final au client. Encore une fois, cette personne est assez futée et s'est fait un raccourci
pour avoir accès directement à toutes les demandes d'analyse dont le rapport a été renseigné. Donc, il a directement accès à la liste, il va voir le rapport, il peut l'ouvrir en quelques clics et contrôler si toutes les informations ont correctement été renseignées avant ensuite de changer une dernière fois son statut vers un statut terminé qui est un statut accessible à mon client final. Hop, si je fais un petit refresh, qui n'a pas... Hop, voilà. Vous voyez ici, il a une vue, encore une fois, dans son graphique, comme quoi rien n'est en cours au niveau de sa nouvelle demande d'analyse, tout simplement, car elle est terminée. Il peut bien évidemment aller, hop, extraire le rapport d'analyse qu'on lui a renseigné, hop, pour contrôler si tout était OK. Et en fonction, bien évidemment, des droits d'accès qu'on lui a alloués, il pourrait avoir la possibilité d'aller plus précisément voir tout ce qu'il s'est réalisé au niveau des analyses et des essais sur la pièce dont il a fait la demande d'analyse. Donc vous voyez, alors j'ai été très vite, hein, ça fait beaucoup d'informations, mais sachez que ce déroulé, c'est quelque chose qui est commun à la quasi-totalité des laboratoires dans le monde du discret. Ces échanges d'informations entre les différentes parties, ces actions, c'est de se dérouler même, hein, de la préparation des tests, ensuite la planification, etc. C'est des choses qui sont communes à beaucoup de laboratoires d'analyse. On a d'autres fonctionnalités là, que je vais pas vous montrer aujourd'hui, mais qui intéressent aussi l'industrie du discret. C'est la gestion de tout ce qui est habilitation, bien évidemment, du personnel du laboratoire. Contrôler qu'une personne non habilitée ne sera jamais en droit de renseigner des informations sur un essai dont il n'est pas habilité. Et également, tout ce qui est gestion des équipements, on a la possibilité de gérer dans l'outil tout ce qui est calibration et contrôle, action sur les équipements et les devices du laboratoire. Ça, c'est des choses en général qui sont demandées et utilisées dans les laboratoires de l'industrie discrète. J'ai Super, fini ma Marine. petite démo. Une micro-démo en 20 Ouais. minutes, c'est un challenge. Et je voulais juste rajouter, avant de te passer la main, mais peut-être que tu vas vouloir le dire, hein, Yves, ce qu'on est en train de vous présenter, hein, la campagne sur le Laboratory Information Management pour le monde du discret, elle n'est pas encore existante. C'est en cours, hein, je pense que ça va très bientôt arriver, hein, Yves, tu me corrigeras, mais elle va ressembler, je pense, dans les grandes lignes, à celle qui est déjà en ligne hein, sur donc le LIMS, mais dans le monde du CPG, hein, et elle va ressembler à toutes les campagnes que l'on a déjà, hein, avec des documents classiques, hein, le summary de la campagne, des présentations exécutives et mid-level, des tips, etc. Donc, dès qu'elle sera en ligne, Yves vous communiquera le lien et les informations à obtenir sur cette campagne. Ouais. Tout est prêt. Donc, c'est plus lié, je pense, à nos process internes de release d'une campagne, mais la matière existe déjà. La solution, évidemment, est 100% opérationnelle. Et puis, ce qui était important aussi pour nous, c'était de vous montrer que la capacité à présenter ça et assurer l'avant-vente sur cette campagne en France, elle existe aussi. Donc, même si toute la matière dans iSpot n'est pas encore disponible, il n'y a rien qui nous empêche de lancer toutes les actions business pour essayer d'adresser cette campagne. Et ça a déjà commencé, puisque à travers l'opportunité qu'a détecté Christina chez son client test, on a engagé des actions. Je pense que tous les clients aujourd'hui qui sont nos clients test, s'ils utilisent nos solutions test, ça veut dire qu'ils font des tests, donc potentiellement, ils sont intéressés par ce type de solution. On avait prévu de laisser un quart d'heure pour pouvoir échanger, prendre vos questions et puis essayer
voilà, d'adresser les questions que vous pourriez avoir sur ce qu'on a présenté.